Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux ce matin de bonne heure. Je vais évoquer au cours de la prochaine heure en fait le trading algorithmique. On en parle souvent, hein, ça défraie la chronique actuellement avec le trading algorithmique haute fréquence. Mais est-ce que l'on peut pratiquer finalement un trading algorithmique sur des horizons de temps peut-être un petit peu plus longs? Et est-ce que l'investisseur particulier en fait peut avoir accès à ce genre de trading ou fabriquer ses propres systèmes algorithmiques pour finalement travailler plus longtemps sur les marchés, puisque l'algorithme, lui, ne sera jamais fatigué, et avec une dimension émotionnelle bien moindre, puisque un algorithme, par définition, lui, il ne va pas paniquer, il va raisonner toujours froidement en fonction des contraintes qu'on lui a imposées. Donc je vais essayer d'aborder un petit peu ce thème. Moi-même, j'ai développé des algorithmes sur le marché des futurs et sur le marché du Forex actuellement. Donc j'ai une bonne expérience par rapport à ça. Donc je vais essayer de vous faire voir qu'on a des outils, vous avez des outils, vous aurez des outils sur la plateforme IG dans quelques temps pour développer très très facilement vos propres idées algorithmiques que vous aurez selon tel ou tel outil. Alors, voilà, juste avant de commencer, je pense que tout le monde me connaît plus ou moins dans cette salle. Donc, je suis Stéphane Sauduteil, analyste technique, trader. Je suis auteur du livre Le Scalping aux éditions Galino. Je suis responsable du site technibourse.com, administrateur également de la SICAV Reactor 7. Vous me retrouvez de temps en temps sur BFM Business, et puis je suis trophée d'or 2012 du Salon de l'analyse technique. Le sommaire, donc on évoquera une petite définition. Hein, qu'est-ce que c'est exactement le trading algorithmique? Comment concevoir son algorithme? Comment le mettre en place pratiquement? On verra un exemple de récurrence facile à coder. C'est une petite astuce ou des petites astuces techniques qui seront là pour soit vous donner des idées dans la construction de votre propre algorithme, soit vous pouvez bien entendu essayer de suivre ce schéma tactique et essayer de le coder avec les outils dont j'évoquerai tout à l'heure. Et en toute fin, on verra l'astuce et le piège à éviter. Je ne dis pas les astuces et les pièges à éviter. Il y a vraiment, quand on réalise du développement algorithmique, il y a vraiment une astuce et un gros piège qu'il faut éviter. Donc on verra ça ensemble sur la fin de cette conférence. Alors une définition basique alors, il y a des définitions très mathématiques, j'ai essayé de vulgariser un petit peu ça. Un algorithme est un programme informatique permettant d'exécuter une opération de bourse, du repérage de l'opportunité à la clôture de l'opération. Il y a vraiment, quand on parle d'algorithme, il y a vraiment une autonomie de A à Z concernant la recherche de l'opportunité, la prise de position, la gestion de la position, la clôture de la position. Alors, comment créer finalement un algorithme à partir d'un phénomène dit aléatoire et chaotique comme la bourse? Ça, c'est toujours l'éternelle question, c'est toujours les questions que l'on me pose, mais comment vous pouvez finalement créer un algorithme sur quelque chose qui est imprévisible par définition? Alors, on va s'inspirer finalement de la météo et de la théorie de Lorentz de 1963. En fait, Lorentz était un météorologue et il a essayé de construire en fait des algorithmes météorologiques pour essayer de contrôler quelque chose qui est théoriquement aléatoire et chaotique comme la météo, mais dans cet dans cet aléa et dans ce chaos, il a essayé de modéliser un ordre apparent pour essayer d'amener des prévisions météorologiques les plus précises possibles à quelques jours. Donc, c'est une approche hyper mathématique puisque ça a été le premier. Ces algorithmes ont inspiré, bien entendu, et inspirent encore Météo France. Et si on arrive quand même à avoir des prévisions relativement fiables avec quelque chose de tout à fait aléatoire également
expliquer la météo, on peut partir du principe qu'on pourrait peut-être arriver à la même qualité de prévision sur les marchés financiers. Mais là, on va s'adresser à une frange très élitiste de la population parce qu'il va falloir savoir finalement mettre en équation mathématique les marchés financiers comme Lorenz a mis en équation mathématique la météo. Donc, ça va peut-être être compliqué pour la plupart des investisseurs qui sont dans cette salle et pour moi-même également. Alors, il y a une autre approche, c'est s'inspirer de l'approche météorologique de mon grand-père. Alors, mon grand-père était quelqu'un d'assez formidable. C'est quelqu'un qui travaillait en permanence dehors et qui avait un besoin journalier de connaître finalement le temps qu'il allait faire, de pouvoir savoir bien entendu où il allait travailler, s'il devait être un peu plus à l'abri par moment ou à d'autres moments. Et mon grand-père, en fait, était un très fin observateur, c'est-à-dire qu'il a passé une très grande partie de sa vie à observer la météo et les phénomènes, je dirais, essentiels qui construisent finalement une prévision météorologique, qui sont bien les nuages, le vent, la température, le brouillard du matin. Enfin, avec toute cette fine observation, j'étais totalement bluffé parce que moi, à l'époque, j'étais assez jeune, je faisais pas mal de vélo, et c'est vrai que l'ennemi d'un cycliste, c'est tout ce qui tombe du ciel. Donc, avant d'aller faire mes entraînements de vélo, j'allais voir mon grand-père, j'ai dit « Papy, voilà, la météo annonce de la pluie pour ce matin, est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que je peux aller faire du vélo ?» Il me dit « T'inquiète pas, tu ne te mouilleras pas du tout, même si la météo a annoncé qu'il allait pleuvoir. » Et effectivement, quasiment dans 8 cas sur 10, je pouvais aller faire du vélo, contrairement à ce qu'avait dit la météo. Mon grand-père avait une finesse d'analyse météorologique bien supérieure à ce que les prévisionnistes pouvaient apporter. Donc ça m'a marqué toute ma vie durant, c'est-à-dire cette capacité d'observation et de modélisation à son niveau, sans faire appel finalement à des formules mathématiques très compliquées. Et ça a vraiment finalement marqué ma vie d'analyste technique, puisque un analyste technique, par définition, observe énormément des graphiques. Et à partir de ces observations, moi, j'ai modélisé de la même manière des phénomènes récurrents, sans forcément faire appel à des mathématiques plus fondamentales. Donc, on va voir que finalement, pour créer un algorithme, soit on s'inspire de Lorenz, soit on s'inspire un petit peu de mon grand-père. C'est la conclusion que l'on va finalement être amené à avoir. Alors, si on veut réaliser une définition un peu plus précise par rapport à ce que je viens de dire d'un algorithme, un algorithme est un programme informatique, ça n'a pas changé, permettant d'exécuter de façon autonome, ça c'est très important, de A à Z, un schéma tactique récurrent, repéré sur les marchés financiers. Ça, c'est la petite nouveauté par rapport à la première définition un peu basique, c'est bien coder, finalement, arriver à coder un schéma tactique récurrent repéré sur les marchés financiers. Alors, comment on va concevoir, finalement, son algorithme? Eh bien, vous avez 3 façons pour créer votre algorithme. On en a vu 2, il y en a une 3e qui est un petit peu médiane. Donc, on va revenir sur ces 3 façons. La première façon, bien entendu, c'est trouver une explication mathématique à l'évolution du marché, comme l'a fait Lorenz avec la météo, et la coder. Donc ça, c'est vraiment réservé à, je dirais, quasiment à des universitaires, voire à des grandes banques qui embauchent une batterie de mathématiciens qui sortent souvent de Polytechnique et des très grandes écoles pour essayer de, effectivement, mettre en équation le marché. Donc, autant dire que cette approche-là, au niveau de l'investisseur particulier, vous pouvez oublier tout à fait, sauf si vous avez un bagage mathématique très important et que votre dada, c'est de mettre en équation tout ça. La deuxième façon de créer un algorithme,
ça c'est une façon également qui fait appel également à des mathématiciens, qui est souvent utilisée dans les grandes banques. C'est coder de façon empirique et voir si cela fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'a aucune, je dirais, compétence particulière, ni technique, ni fondamentale, mais on essaye finalement de créer quelque chose, de modéliser quelque chose, et puis on regarde si ça fonctionne. Oui ou non, avec un peu de chance. La chance du débutant, c'est toujours quelque chose sur lequel des fois on peut compter. Mais souvent, quand on part dans ce principe, comme on n'a pas une expérience globale de la situation, dès qu'on va faire influer un paramètre dans son codage, on ne mesurera pas du tout la portée de cette modification, si c'est une petite modification bénigne ou alors si ça met en l'air complètement le système. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'effet papillon. C'est-à-dire, souvent, tout le monde a entendu parler un petit peu de ça, c'est un battement d'aile de papillon au Brésil est capable peut-être de provoquer un tremblement de terre en Thaïlande ou je ne sais où. Donc ça, c'est vraiment le piège, c'est-à-dire coder pour coder, on regarde si ça marche, on essaye de faire des backtesting, on modifie des paramètres, mais on n'a pas finalement le recul, l'expérience, la compétence des fois pour savoir si cette modification de codage, qui c'est qui a passé un ordre ? On n'a pas le recul et l'expérience pour savoir si finalement ces modifications auront une importance cruciale ou non. Et vous avez une troisième approche, et là vous me voyez arriver, c'est celle que j'ai utilisée, et c'est celle que je vais vous conseiller d'utiliser, c'est observer beaucoup. Moi je crois beaucoup à la force de l'observation. Je ne crois pas trop... Enfin, en ce qui me concerne, ça n'a pas trop fonctionné comme ça. C'est-à-dire que je me suis retourné un petit peu, j'ai passé 45 000 heures devant des graphiques, à observer des graphiques. Et à chaque fois que j'essayais de trouver quelque chose ou une routine, me disant, tiens, voilà, là, il faudra acheter ici, tu as tel objectif, vendre ici, protéger ta position comme ça. À chaque fois que j'ai cherché pour chercher, j'ai vraiment rien trouvé. Par contre, dès qu'une idée est revenue à la surface, en rêve, la nuit, un matin au saut du lit, eh bien finalement, c'est toujours des idées qui ont permis de faire progresser ma méthode parce que finalement, c'est une synthèse inconsciente de tout ce que l'on a vu et souvent, ce qui remonte, les idées que vous avez qui remontent comme ça un petit peu à la surface sont des idées récurrentes, c'est-à-dire que c'est des assemblages techniques avec X ou Y outils qui ont tendance à se reproduire sur les marchés et donc finalement votre cerveau synthétise cette récurrence et c'est très intéressant puisque une fois que vous avez trouvé une récurrence, eh bien il faut essayer de trouver sa mécanique fonctionnelle. En 1 il se passe ça, en 2 il se passe ça, en 3 il se passe ça, de façon à finalement la mettre en application sur le marché et être à l'origine de cette récurrence pour prévoir ce que le marché va faire à l'avenir. Donc, observez beaucoup, trouvez et expliquez simplement une récurrence de marché, puis la coder. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible pour un grand nombre d'investisseurs particuliers. Alors, il manquera simplement quelques outils après pour réussir un codage, mais on verra ça également. En fait, c'est une approche qui est quasiment identique à celle que mon grand-père a eue vis-à-vis de la météo, que j'ai finalement modélisée, moi, à l'observation des cours de bourse. Alors, comment mettre en place pratiquement un algorithme de trading ? Vous avez 3 possibilités de nouveau. Alors, là, vous pouvez faire appel à ce que l'on appelle NinjaTrader. C'est une sorte de plateforme qui va vous permettre de coder, finalement, la récurrence que vous avez détectée. NinjaTrader vous permettra de faire du développement algorithmique sur le marché des futurs, si vous vous intéressez au marché des futurs. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que ça nécessite des compétences de développement.
Alors soit vous les avez, soit vous les apprenez, soit vous sous-traitez, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés comme Trading Automatique par exemple, qui est chargée de coder l'algorithme que vous souhaitez ou que vous avez mis en place, mais que vous n'êtes pas capable de coder. Et ce ne sont pas des coûts exorbitants. Vous avez une deuxième possibilité, ce sont le codage sous MetaTrader 4 ou 5 maintenant. Là, c'est exclusivement fait pour le marché du Forex. Et ça nécessite également, de la même manière que pour NinjaTrader, des compétences, un minimum de compétences en développement, voire vous pouvez faire appel à des sociétés extérieures pour vous aider à coder. Ou alors, bien entendu, il y a le système D, Facebook, les forums, il y a toujours des fils comme ça de chercheurs un petit peu fous qui sont prêts à vous aider à coder une idée technique. Et il y a une troisième possibilité qui va être beaucoup plus pratique pour vous. Elle n'est pas encore au jour d'aujourd'hui à votre disposition, mais ça ne saurait tarder. En fait, quand vous êtes chez IG Market, vous avez, moi je travaille avec la plateforme IG pour le concours de trading, avec l'application ProRealTime. Donc vous avez deux grandes possibilités pour passer vos ordres, soit avec la page d'accueil bien sûr d'IG Market, et puis vous avez des graphiques qui sont accessibles, mais vous avez une interface plus évoluée d'analyse graphique qui est accessible sur IG, qui s'appelle ProRealTime. Donc sur cette application, vous aurez une assistance qui sera ultra développée pour coder simplement vous-même votre propre stratégie. C'est-à-dire que c'est vraiment le codage pour les nuls. D'accord ? Vous pourrez mettre de deux manières. Vous pourrez coder votre propre assemblage technique. Vous pourrez le backtester pour voir si c'est pas idiot de procéder comme ça. Alors, je vous mettrai quand même en garde sur le backtesting et je m'en défendrai tout à l'heure. Vous pourrez, si vous êtes content de votre algorithme, vous pourrez même le mettre en production directement sur votre compte, en full automatique, sans qu'il y ait une intervention humaine à n'importe quel niveau que ce soit. Donc, cette assistance ultra développée pour coder simplement sera disponible début 2014. Alors, je connais bien les responsables de ProRealTime pour avoir discuté avec eux. Et il faut un gros effort pour, je crois, février ou mars de l'année prochaine, pour que ce soit disponible. Et là, ça ouvrira vraiment une ère un petit peu nouvelle. Donc je vous encourage dès maintenant à suivre un petit peu le processus de création finalement le processus de création d'un algorithme, voire déjà de récurrence sur un marché, de façon à avoir déjà la trame et les idées pour coder quand ce sera à votre disposition. Alors, pour être un petit peu plus précis et concret, et puis que vous partiez quand même avec quelque chose d'un petit peu plus solide entre les mains, pour vous donner soit une idée dans laquelle il faut avancer pour coder quelque chose, soit pour voir un petit peu la trame qu'il vous faudra avoir dans vos propres éléments de récurrence pour arriver à avoir un algorithme qui est complètement autonome sur le marché. Donc ça, ce que je vais évoquer devant vous, c'est déjà codé dans nos algorithmes en fait sur le Forex, mais le codage s'est fait sous MetaTrader 4. Donc en fait là vous avez une paire de devises qui est l'USD GPY, pardon.
le dollar américain contre le yen japonais. L'avantage de ce schéma tactique, c'est qu'on va travailler toujours dans le sens de la tendance intraday. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre de position contre une tendance. Là, je respecte le premier principe fondamental émis par Charles Dow, Trend is your friend, la tendance est votre ami, essayez d'en profiter, de la suivre jusqu'au moment où cette tendance sera remise en question. Donc comment est défini mon environnement graphique? Alors il est assez simple pour les personnes qui utilisent déjà un petit peu d'analyse graphique. C'est pas très très compliqué. Vous avez, je ne sais pas si j'ai un pointeur laser. Je vais sortir le mien. Voilà. Vous voyez le point rouge, ça va? C'est bon? Donc en fait, comment est créé mon environnement graphique? Donc vous avez des chandeliers japonais qui représentent l'évolution des cours. Donc là, on est sur un graphique 5 minutes. Un chandelier japonais représente 5 minutes d'évolution de cours. Sur ce graphique, vous avez deux moyennes mobiles qui sont des moyennes mobiles simples, arithmétiques. En rouge, à 100 périodes de 5 minutes. En bleu, à 130 périodes de 5 minutes. Et sur la moyenne mobile bleue, ici, à 130 périodes de 5 minutes, est accroché le seul outil statistique présent en analyse graphique, qui sont les bandes de Bollinger. Ces bandes de Bollinger sont calibrées à 130 périodes, donc elles sont corrélées à la moyenne mobile bleue. Vous avez deux autres outils sur ce graphique. Vous avez la notion de point pivot. Les points pivots, c'est une formule mathématique toute bête. Dans tout logiciel qui se respecte, vous pouvez faire apparaître les points pivots sur un graphique. La méthodologie de calcul, généralement, est assez standardisée. Et souvent, en fait, l'expérience montre que beaucoup de marchés, beaucoup d'intervenants, finalement, observent et regardent les points pivots et donc interagissent sur les points pivots. Donc, dans beaucoup de situations, cette notion de pivot est quand même intéressante à mettre en relief en termes de support ou de résistance. Et un dernier outil, ça c'est un outil un petit peu personnel, ce sont une bande bleue. Alors la bande bleue que vous voyez ici, les limites externes de cette bande bleue, en fait c'est une couche de moyenne mobile. C'est une couche de moyenne mobile, là non plus arithmétique comme la moyenne rouge et bleue, mais exponentielle. Donc également, tout bon logiciel graphique vous permet de choisir la méthode de construction de votre moyenne mobile, soit arithmétique, soit exponentielle. Donc les limites externes de cette bande bleue sont de 35 périodes exponentielles 5 minutes pour la plus courte, celle-ci, et la plus courte là-haut, et la plus longue ici, c'est une moyenne mobile à 60 périodes exponentielles. Alors, donc, la première chose que l'on va regarder, on va travailler dans le sens des moyennes mobiles 100 et 130 périodes 5 minutes. C'est-à-dire que quand les cours seront au-dessus de ces moyennes mobiles, on va essayer d'acheter le marché. Quand ces cours seront en dessous des moyennes mobiles, des coupes de moyennes mobiles, on essaiera de vendre le marché. C'est-à-dire de le vendre en espérant qu'il baisse pour le racheter moins cher et gagner de l'argent. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut être aussi à l'aise dans des opérations d'achat. C'est-à-dire on n'achète pas trop cher, on espère vendre plus cher pour gagner de l'argent. Mais avec les outils qui sont à notre disposition, on peut commencer à d'abord vendre quelque chose que l'on ne possède pas. On est débiteur finalement et on s'engage à le racheter plus bas. Et on fait simplement un différentiel.
et le solde sera quand même positif, même si on a été capable de gagner de l'argent quand le marché a baissé. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir un processus d'achat qui est hyper simple. Alors on achète quand un pivot est enchâssé entre les MME 35 et les MME 60. C'est-à-dire, là, vous voyez par exemple, il y a 2 flèches vertes ici, c'est là où un des pivots, alors vous avez plusieurs pivots, hein, vous avez le pivot journalier, vous avez un pivot intermédiaire R1, un autre pivot intermédiaire R2 et un pivot R3. Et il y a même des formules qui permettent de calculer un pivot R4. Voilà. Donc vous avez un certain nombre de pivots, disons 3 au-dessus du pivot jour, 3 en dessous du pivot jour. Donc vous avez quand même quasiment 7 pivots, voire 9 pivots à votre disposition. Donc ce qui va multiplier potentiellement la possibilité d'avoir la contrainte que je vous propose, c'est-à-dire on achète quand un pivot est enchâssé. Alors enchâssé, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est compris entre la moyenne mobile exponentielle 35 périodes et la moyenne mobile exponentielle 60 périodes. C'est-à-dire que quand on a un pivot, là, vous voyez, il est enchâssé, quand les cours reviennent dans la bande bleue, il y a un enchâssement qui nous permettra finalement d'acheter le marché. Alors, pourquoi acheter le marché de façon un peu sèche, enfin un peu sec comme ça, sans confirmation? Parce que finalement, on va partir du principe qu'on a 3 éléments qui sont capables de soutenir le marché et de réactiver sa hausse. La première, ça va être cette notion de bande bleue, c'est-à-dire que souvent, quand le marché est assez haussier ou assez volatile, à la hausse ou à la baisse, on voit souvent que historiquement, il a une tendance à s'accrocher dans cette zone, dans cette épaisseur de moyenne mobile exponentielle. Si, en plus de ça, on a un pivot qui est souvent suivi par les opérateurs de marché, ça fait une double zone de support, et on a un troisième rideau de support qui sera le couple de moyenne mobile 5 minutes. C'est-à-dire que souvent, moi je suis vraiment un adepte pour prendre position, essayer d'aller chercher un déclencheur sur des horizons de temps inférieurs. Dans cet assemblage particulier, si vous voulez, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher des déclencheurs dans des horizons de temps inférieurs, par exemple. Donc ça reste très visuel, assez simple finalement à conceptualiser et à coder. Parce que vraiment, ce sont avec l'assistance que vous aurez avec ProRealTime pour le codage chez IG, ce sera vraiment très très simple de coder ces quelques contraintes-là que je suis en train de vous proposer. Alors, on va continuer, on va poursuivre. Alors bien entendu, comme mes confrères l'ont dit, lorsque l'on lance une opération de trading, il faut qu'elle soit bouclée de A à Z avant même que vous ayez appuyé sur le bouton. Il faut bien entendu un niveau d'invalidation, parce que ce n'est pas une science exacte malheureusement. Et puis bien entendu, il faut se fixer un objectif statistiquement atteignable, parce qu'après on peut se fixer n'importe quel objectif. Si vous dites voilà, moi j'achète ici, mais c'est pour viser un dollar yen à 100,5, là ça reste quand même excessivement contraignant, et vous n'êtes vraiment pas sûr que, et d'une, votre opération se déboucle dans la journée, et de deux, qu'elle se déboucle favorablement au bout du compte. Donc, votre stop, en fait, on va commencer bien sûr par le niveau de sécurité. Eh bien, le bon sens exige de le placer sous le dernier rideau de support qui seront le couple de moyenne mobile 5 minutes, c'est-à-dire le couple bleu et rouge ici. Donc, notre stop initial, c'est-à-dire au moment où on achètera, alors on verra à quel niveau on achète, c'est factualisé également. Notre stop sera placé juste un pip, c'est-à-dire un tick, un pip, en dessous de la moyenne mobile
au moment où vous déclencherez votre opération. Comme ça, votre opération aura quand même un petit espace de respiration. Hein. Il arrive des fois de voir le marché, on le verra comme ici, hein, de voir le marché pas forcément rebondir immédiatement dans la bande bleue et sur le pivot, mais de casser un petit peu ça, d'aller chercher un peu en dessous, et puis finalement les moyennes mobiles vont réactiver la hausse. Voilà. C'est ce qui sera passé un petit peu plus haut. Voilà. On verra que tout n'est pas forcément aussi lisse que ça. Alors, autre sujet, l'objectif. Donc notre objectif, en fait, c'est ça, j'ai mesuré ça statistiquement, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de gagner le risque potentiel initial. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, on achète sur ce niveau, qu'on place un stop là, et qu'on mesure la hauteur de ce risque, qu'on conceptualise ce risque, par exemple, à 10 pips, eh bien, statistiquement, on va aller chercher 10 pips. C'est vraiment statistiquement, pour le coup, atteignable. C'est des observations qui m'ont été données de faire sur ce schéma qui me font dire ça. Alors, ce qui est intéressant, tout à l'heure, on vous a dit il est bien de lancer une opération de trading lorsque on espère gagner 2 fois plus que ce qu'on est prêt à perdre. Là, je vous propose quelque chose d'un peu moins séduisant, puisque, en théorie, sur le papier, entre le stop initial et l'objectif, c'est du 1 pour 1. Si je perds 1. Si je gagne 1. Donc ça nécessitera bien entendu un taux de réussite largement supérieur à 50% pour gagner de l'argent, pour couvrir les frais de courtage. Voilà. Mais on va voir qu'il peut y avoir d'autres façons d'essayer de regagner au niveau du reward risk en cours de l'opération. Je m'en expliquerai un petit peu plus en avant. Ce qui est intéressant en plaçant un stop à 1 pip sous la moyenne mobile, donc en stop initial, bien entendu, il va être ici, mais on pourra également le déplacer au cours de l'opération. C'est là où j'ai mis notion de trailing stop ou stop suiveur. C'est-à-dire, comme ce sont des moyennes mobiles qui bougent avec le temps qui passe, et comme elles sont haussières, bien finalement, votre stop initial, lui, va se réduire au fur et à mesure que l'opération se passera bien. Donc, mécaniquement, on regagnera en termes de reward risk. Plus ça se passera vite, de façon favorable, plus vous, finalement, statistiquement, vous traderez avec un reward risk qui sera largement supérieur à 1. Donc votre objectif, c'est de gagner le risque potentiel initial. Alors il faut faire simplement attention à ce que le gain, finalement, comment on calcule le gain? En fait, c'est le risque que l'on prend. Et là, ce n'est pas vous qui choisissez finalement votre stop, c'est la méthodologie qui l'impose. Et ça, c'est encore un très gros avantage, parce que je suis sûr que 80% d'entre vous se torturent intellectuellement pour savoir où on va mettre les niveaux d'invalidation dans des opérations de bourse. Donc là, en fait, c'est pas vous qui choisissez le stop de sécurité, c'est la méthode et le processus méthodologique qui l'impose. Et ça, moi, j'ai toujours essayé de fonctionner comme ça. C'est d'autant plus rassurant et c'est moins prise de tête, entre guillemets, que d'y aller un petit peu à la jugeote. Voilà. Alors, j'ai toujours aussi une petite astuce. Votre stop de sécurité ne doit pas être calibré en fonction de la perte maximale que vous acceptez, mais en fonction d'un niveau technique important. C'est-à-dire que votre stop doit toujours être en dessous d'un support, d'un outil technique qui va avoir une tendance mécanique à faire éloigner le marché de votre stop. Ça sous-entend souvent, quand vous travaillez sur le Forex, vous dites, voilà, moi j'entends parler certaines personnes qui me disent, on a suivi un séminaire chez tel ou tel broker, ou une conférence plutôt, et puis ils nous disent, voilà, vous calculez le risque maximum que vous êtes prêt à perdre, ça vous envoie à tel niveau, et puis vous voyez. Mais dans 9 cas sur 10, ce niveau calculé en fonction du risque que vous voulez prendre sur votre capital, ce stop est mal placé d'un point de vue timing, d'un point de vue analyse technique, pardon. Donc ce qu'il est plus intéressant de faire, si vous voulez, c'est de faire une bonne analyse graphique de la situation, trouver un stop qui est techniquement bon et d'adapter votre nombre de lots que vous allez utiliser de façon à ce que, finalement, ce nombre de lots conceptualise votre stop technique. Voilà, ça me semble beaucoup plus intelligent de faire comme ça.
Donc l'objectif, eh bien, on va simplement, par translation, le calculer en fonction du risque que l'on prend par rapport au stop. On peut, bien entendu, développer l'algorithme avec une gestion de position bien plus évoluée. C'est-à-dire ordre multiple, sortie fragmentée. Alors, simplement à titre d'exemple, là, je vous ai proposé un modèle, si vous voulez. Donc, votre signal d'achat, alors vous pouvez timer un petit peu essayer de timer votre entrée. Tout dépend à quel niveau se situe l'enchâssement. Là, on a un enchâssement du pivot vraiment dans la partie inférieure de notre bande bleue, mais des fois, on a un pivot qui passe dans la partie supérieure. Vous voyez, ici, il va passer dans la partie également un petit peu inférieure. Mais vous pouvez faire une cote mal taillée parce que des fois, vous pouvez louper une prise de position. Hein. Vous pouvez placer un ordre d'achat limite sur ce niveau, mais avec le spread, vous pouvez ne pas être exécuté. Donc, vous pouvez tout à fait dire finalement, ou instaurer une routine en disant, ben moi, quoi qu'il arrive, dès que j'ai un pivot enchâssé dans ma bande bleue, moi je vais essayer de prendre position dans la partie médiane de la bande bleue. Voilà. Ça vous permettra de mener un grand nombre d'opérations et d'éviter de ne pas être exécuté, par exemple, dans un cas comme ici. Hein. Parce que si vous placez un ordre d'achat court limite pile poil sur le pivot, avec, bien sûr, il faut compenser le spread pour être exécuté. Donc il faudrait que le marché descende un poil plus bas, et là, il n'est pas descendu. Voilà. Donc moi, je vous ai proposé un schéma ultra basique, hein, c'est-à-dire on achète dans la pente bleue quand le pivot est enchâssé dedans, on met un stop sous les moyennes mobiles, et dès qu'on a gagné cette quantité, on sort. Voilà. Ça, c'est hyper simple à coder. Alors vous pouvez bien entendu développer des choses beaucoup plus sophistiquées avec des ordres multiples. C'est-à-dire, vous pouvez induire deux ordres symétriques au même moment. Vous en avez un, par exemple, qui va être chargé d'aller gagner finalement du 1 pour 1, en espérant que le stop initial monte rapidement pour que vous ne travaillez plus du 1 pour 1, mais du 1 pour 1,2, 1,5, 2 peut-être, quand on remontera pile poil sur le point d'entrée. Et le deuxième ordre que vous aurez lancé peut être un ordre qui est chargé d'essayer, moi j'appelle ça des filets dérivants, pour essayer d'aller attraper le gros poisson. Vous pourrez tout à fait induire un deuxième ordre, ne pas vous fixer d'objectif de hausse. Par contre, dire voilà, bien, quand on aura atteint le premier objectif de hausse sur la première moitié de ma position, eh bien, la deuxième moitié de position n'aura pas d'objectif, mais par contre, je gérerai cette position, par exemple, avec le bas de la bande bleue. Et plus le marché montera, et plus vous gagnerez d'argent avec la deuxième taille de position. Ce qui vous permettra, dans ce cas-là, dans un grand nombre d'opérations qui se passeront très très bien, d'avoir des reward risques moyens, un peu conformes certainement à ceux que vous proposent mes confrères en première intention, ce serait travailler du 2 pour 1. C'est-à-dire quand je gagne 2 en moyenne, quand je perds 1. C'est effectivement ce vers quoi il faut tendre. Voilà. Bon, voilà un petit peu la sémantique technique. C'est-à-dire que une bonne récurrence de marché doit être capable de s'expliciter le plus simplement possible. C'est-à-dire que vous maîtrisez déjà bien les routines, vous avez fait un travail de vulgarisation très important, parce que ce qui se comprend bien s'explicite très clairement. Ça, c'est important. Hein. Moi, je vois beaucoup de personnes comme ça qui viennent me voir et qui me disent « Monsieur Sauduteil, j'ai inventé une méthodologie. » Alors, ils se lancent dans l'explication, mais au bout d'une minute, c'est fouillis au possible. Donc, travaillez bien la verbalisation. Plus la verbalisation sera bonne, plus ça veut dire que vous maîtrisez votre sujet, et plus la récurrence, finalement, certainement en vaudra la peine d'être retenue, codée et utilisée sur les marchés financiers. Après, on peut toujours améliorer les choses. Là, c'est l'expérience de trading, c'est l'observation, c'est l'étude un petit peu statistique de vos opérations. Comment est-ce que je peux améliorer mon taux de réussite? Alors, ce qui est intéressant également, c'est quand vous partez sur un schéma comme ça, ok, c'est bien de le trader également personnellement avant de le coder pour voir si il tient la route quand même dans la durée. Ce qui est bien également, c'est
Comment l'améliorer? Eh bien, vous avez une analyse très critique de toutes les opérations qui sont passées. Dès que vous avez perdu de l'argent, dès que vous avez des opérations perdantes, vous les historisez et vous regardez s'il n'y a pas de la récurrence dans les pertes, de façon à coder ou à trouver une routine qui vous permet d'éliminer encore 20%, 30%, 40% des pertes, et vous avancez comme ça en entonnoir. Et historiser également toutes les gains pour voir s'il n'y a pas de la récurrence de gains ou si la gestion de position que vous avez amenée ne serait peut-être pas, intéressant de faire différemment pour essayer d'aller gagner un peu plus. Voilà. C'est beaucoup d'observations, beaucoup de travail statistique sur votre modèle de façon à essayer de le rendre toujours plus pertinent, plus performant. Alors, je ne vous demande pas de travailler avec un seul modèle. Ça, c'est un modèle parmi 7-8 choses récurrentes que j'ai pu mettre en codage sur les marchés financiers. Donc, moi, je suis parti dans ce sens-là. Mais vous avez des centaines de milliers, je pense, de récurrences encore à trouver sur les marchés avec tel ou tel outil technique. Donc là, pour le coup, c'est à vous quand même de faire l'effort et d'essayer de travailler avec les outils qui vous conviennent et de passer quand même beaucoup de temps d'observation. Et même si vous avez l'impression d'observer et qu'il n'y ait rien qui aboutisse à votre observation, ne vous inquiétez pas, votre cerveau travaille pour vous. À force de regarder des graphiques, il y a des idées qui reviendront. Et si ces idées reviennent, soyez très attentifs à ces idées, elles sont souvent très pertinentes. Voilà, donc ça, finalement, c'est quelque chose que vous pourrez coder, mais alors de façon très très facile, avec ProRealTime sous IG début 2014. N'hésitez pas à poser des questions à IG à ce sujet, ils vous tiendront au courant, bien entendu. Voilà. Alors, l'astuce, c'est le piège à éviter. Oula, mon fichier un peu... Alors, il y a une seule astuce quand on développe un trading algorithmique. Et ça, c'est vital. Il faut rester maître du code. C'est-à-dire qu'il faut qu'à tout moment, vous sachiez pourquoi votre algorithme prend une position ou ne prend pas une position. Parce que vous allez commencer à coder un algorithme selon un schéma tactique comme vu précédemment. Puis vous allez dire finalement si je rajoutais une ligne de code pour éliminer ça, vous rajoutez une ligne de code. Et puis vous avez encore une autre idée, vous rajoutez une ligne de code. Et au bout d'un moment, vous aurez tellement rajouté de lignes de code dans votre codage que vous serez incapable de savoir auquel moment il prend et à quel moment il ne prend pas. Et là, c'est finalement, vous aurez inventé une machine infernale que vous ne domestiquerez plus sur le marché. Donc ça, c'est très important. Et c'est un gros boulot. Quand vous avez... Oui. Oui, ça va être un peu la règle pendant toute la journée. C'est très important, donc on fait une espèce de cliffhanger comme ça, ils appellent ça comme ça, juste pour dire qu'en parallèle, alors j'espère que ça ne va pas porter préjudice à la... fini, hein, non, mais pas à la présentation, mais au résultat du concours, parce que M. Sodutaï ne traite pas pendant que Dogistar, lui, il en profite. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Mohamed? On profite moyennement, on va dire, pour l'instant. Donc j'ai ouvert 3 positions, donc une sur... une paire sur le cross AUD-CHF. Donc j'ai tenté des achats sur un gros support weekly. Ça, c'est mon écran, ça. Malheureusement, mon écran n'est pas branché, donc ça va être compliqué. Donc j'ai tenté... j'attends qu'on me branche le câble. Donc j'ai tenté des achats sur l'AUD-CHF en 2 temps, puisque je rentre souvent en 2 temps, puisque c'est difficile de trouver le point d'entrée parfait. Et donc sur 83,77... Et j'ai passé un ordre pour les amateurs d'actions, je suis passé long sur le titre Nicox, donc 10 000 titres, à 2,43 et là on est à 2,46. Donc pour l'instant, voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est ce qui est déjà pas mal, puisqu'il va falloir gérer la position sur la UDCHF, donc j'ai pris 10 lots. Donc c'est quand même une position assez, on va dire, assez conséquente. Et 10 000 titres sur Nicox.
Donc on suit ça maintenant, je suis l'évolution. Donc j'ai un stop mental, donc comme disait Stéphane Sauduteil, donc il faut impérativement placer des stops. Donc moi pour le moment j'ai fixé un stop mental, donc à 83,65 et l'objectif c'est 84,18. Et sur Nicox l'objectif est à 2,57 pour une entrée à 2,43, donc ça fait à peu près 6%. Très bien, donc moi je note, le stop mental, c'est pas géré par IG, le stop mental, ça vous appartient, et j'espère que ce ne sera pas une opportunité de rater. Pardon, on reprend. Le trading aussi, c'est l'art de gérer sa frustration. Parce qu'on manque là, on le retrouvera à un moment ou à un autre plus tard. Donc ça, c'est déjà une première leçon de trading. Ne pas regretter ce qu'on a loupé. Donc, l'astuce, restez maître du code. Et pour rester maître du code, vous devez absolument écrire noir sur blanc la routine verbalisée de votre codage. Alors, plus il sera compliqué, et plus vous aurez des pages de routine. Donc, c'est à vous de trouver le juste milieu. C'est encore une question de compromis. Pour rester maître du code, et à tout moment savoir comment il va réagir, le robot, à quel moment il va libérer ses profits, surtout si c'est dans le cadre de libération progressive de profits. Donc, moi, en fait, toutes les routines sont écrites noir sur blanc, et je peux vous garantir que je suis sans arrêt en train de les réviser, parce que vous laissez passer 2-3 jours, vous avez 6 routines d'une page, ou de 2, vous oubliez toujours un petit quelque chose, et quand vous passez d'un schéma à l'autre, il faut vraiment avoir une très très grande malléabilité d'esprit pour changer de routine et savoir exactement dans quelle routine on se trouve. Ça, c'est, je pense, l'astuce... mais vraiment, vraiment, vraiment de qualité pour développer ces algorithmes. Et le piège vraiment à éviter, alors là je pense que je vais décevoir beaucoup de monde, mais je vais vous parler quand même de ma propre expérience, c'est attention au backtesting. Et je vais aller directement sur la phrase finale, là. Vous ne construisez pas un robot pour le virtuel, mais vous construisez un robot pour affronter les conditions du réel. D'accord ? Donc, quand vous faites un backtesting sur une série de cours, attendez-vous à diviser au moins par 10 la performance virtuelle en réel, voire pire. Vous pouvez avoir un robot virtuel qui est très profitable et quand vous le mettez en réel, qui perd de l'argent. Ça m'est arrivé. Et ça arrive à tout le monde. Pourquoi ? Parce que quand vous faites du backtesting, eh bien, sous MetaTrader 4 par exemple, eh bien, le backtesting sous MetaTrader 4 ne va pas conceptualiser les variations de spread. C'est-à-dire que quand vous avez un spread de, par exemple, 1,5 sur une paire de devises, eh bien, au moment des stats, ce spread, il peut monter à 3, à 4, à 5, à 8. Et plus vous allez bâtir des robots de trading qui seront proches du day trading, du scalping, voire moins, et plus ces variations de spread-là, qui ne sont pas conceptualisées sur du virtuel, eh bien là, détruiront, mais alors, considérablement vos résultats. Le backtesting ne tient pas compte non plus du slippage que vous allez avoir sur des ordres stop et sur des ordres au prix du marché. Le slippage, ça dépend vraiment des conditions du marché dans lesquelles vous allez travailler au jour d'aujourd'hui. D'accord ? Et ça, vous pouvez avoir vraiment également des gros écarts sur l'exécution de vos stops, sur l'exécution de vos points d'entrée. Et ça, c'est considérable l'impact que ça a sur la performance. Et bien entendu, les conditions de marché au sens réel. Est-ce qu'il y a une grosse profondeur, une moins grosse profondeur ? Ça va influer également là-dessus. Et quelque chose qu'on oublie peu, c'est les distances entre votre algorithme et votre broker. Des fois, vous êtes surpris. Hein. Vous avez un broker en France. Vous dites, les serveurs doivent être en France, ils sont en Bulgarie ou alors à 8000 km. Donc surtout quand vous envoyez des ordres au prix du marché ou des ordres stop qui ont un besoin mais urgent d'arriver sur le marché, s'ils doivent déjà traverser l'Atlantique pour arriver sur le marché, alors là vous êtes, autant dire, vous êtes mort-né. Donc ce qui est bien, c'est d'utiliser des VPS, des ordinateurs virtuels, où il n'y aura pas de problème de coupure, tout ça, mais de mettre votre VPS
à l'endroit où sont les serveurs de transactions de votre broker. Donc demandez à IG où sont leurs serveurs, ils sont en Angleterre, en France, en Bulgarie, je ne sais pas où, mais il faut absolument que votre algorithme soit dans le lieu de résidence des serveurs pour gagner quelques millisecondes qui feront toute la différence sur l'exécution d'un ordre stop ou d'un ordre d'achat au prix du marché. Voilà. Ça, rappelez-vous bien, toutes les performances virtuelles que vous voyez, les belles drawdowns et tout ça sur du backtesting, moi je veux voir ça sur du réel. Et là, alors, Stéphane, est-ce qu'on le teste quand même, le backtesting? Bien sûr, parce que c'est intéressant pour avoir grosso modo une idée. Si votre backtesting perd de l'argent, j'ai jamais vu finalement quelque chose perdre de l'argent en gagner sur le marché. Conditions nécessaires mais pas suffisantes. Voilà, exactement. C'est-à-dire que ça donne un ordre d'idée pour voir si on n'est vraiment pas du tout à côté de la plaque. Mais il est important après de finalement expérimenter sur des tailles de position très petites votre stratégie en réel sur le marché pour essayer de finalement voir si votre codage correspond aux contraintes de marché, ou s'il ne faut pas faire différemment, ou contourner les problèmes, ou partir sur des horizons de temps un peu plus éloignés pour que finalement les spreads aient moins d'importance dans votre stratégie. La conclusion à tout ça, le trading, en fait, il faut se créer des certitudes afin de trader avec conviction, et vos algorithmes n'échapperont pas à cette règle, bien entendu. Comment se créer donc des certitudes? 1. Observer beaucoup. Ça, je crois que on ne peut pas se dédouaner de travailler énormément sur les graphiques, sur l'observation. 2. Mettre en évidence un schéma récurrent. Alors, peu importe, pourvu qu'il y ait une récurrence de ce schéma et que vous soyez capable de me l'expliquer simplement. 3. L'analyser et travailler sa mécanique de mise en œuvre. Donc là, j'insiste, simplicité. Plus ce sera verbalement simple à expliciter, plus ce sera facile à coder. 4. Travailler les routines tactiques, prise de position, stop, gestion de position. 5. S'entraîner sur ce schéma afin d'emmagasiner de la confiance. Il est bien de s'entraîner manuellement pour voir un petit peu comment il se comporte, comment vous également vous comportez par rapport à ce schéma. C'est toujours intéressant quand même de trader un peu manuellement, toujours dans le plaisir. 6. Exposer son capital avec une taille réduite, vraiment dans les conditions de marché, pour voir si finalement il n'y a pas trop de différence entre les backtestings que vous aurez pu faire et les conditions réelles de marché. Mais vous verrez, et ne soyez pas déprimés quant à ça, il y a une très grosse différence. 7. Réinvestir ses gains au départ. Alors c'est vrai que dans l'algorithme, vous pouvez tout à fait bâtir un algorithme, alors c'est un peu plus sophistiqué, qui réintègre automatiquement les gains générés de façon à travailler avec de plus en plus de contrats ou de lots. Voilà. Et 8, j'ai mis puis 1, 2, 3 codé, c'est-à-dire quand vous aurez vraiment bien expérimenté ces 7 points, vous serez vraiment prêt pour le codage. Et autant, il y a quelques années, je me disais que c'était très difficile d'arriver à la précision de l'œil humain en utilisant des algorithmes de l'œil, d'utiliser des algorithmes à la place de l'œil. Aujourd'hui, moi, je suis de plus en plus convaincu que in code we trust. Voilà. Donc, si vous avez quelques questions, je crois que j'ai... Oui, on a un petit peu de temps pour répondre aux questions. Je crois qu'on a des micros qui sont disponibles, mademoiselle. Merci. Est-ce que vous avez des points que vous voudriez éclaircir, des commentaires à faire? J'ai été parfaitement clair. C'était parfaitement clair. Moi, j'ai toujours un petit doute. Je ne voudrais pas que ce soit mal compris lorsqu'on dit on augmente la taille de position lorsqu'on gagne. J'ai toujours la crainte de voir à ce moment-là, vous savez quoi, le téléphone portable sonne, pour le fait de respecter le point numéro 6, même dans le cadre du point numéro 7. C'est-à-dire qu'on a malheureusement vu des clients qui, pris d'une confiance absolue dans son propre schéma de trading, refait tapis à chaque trade. Là, on n'a pas ce risque ici. En fait, ce que je voulais entendre par cette phrase-là, c'est dire, voilà,
vous commencez, en fait, il vaut mieux commencer petit pour avoir une chance de finir grand que commencer grand pour avoir une chance non négligeable de finir ruiné. Commencer petit, ça a l'avantage de... Et on n'a pas beaucoup parlé de mental, parce que quand vous tradez manuellement, vous avez deux champs d'action à travailler en même temps. C'est-à-dire la technique, la récurrence, la modélisation de votre concept technique, mais également la gestion des émotions. Est-ce que vous serez toujours concentré? Est-ce que vous serez toujours capable de maintenir un haut niveau d'exigence dans l'exécution de cette routine? Comment vous allez vous comporter quand vous gagnerez beaucoup? Comment vous allez comporter quand vous perdrez un peu plus? Est-ce que vous resterez avec ce haut niveau d'intensité jour après jour? Et là, finalement, on fait appel à la définition du haut niveau. Le haut niveau, c'est répéter des gestes de haute intensité de la même qualité tout le temps. Et moi, ce que j'entends par là, c'est une fois qu'on aura mis en place tout ça, parce que l'origine, c'est le départ. C'est quand vous avez des certitudes, vous traderez avec beaucoup plus de conviction. Et c'est quand vous serez dans cet état-là qu'il sera intéressant d'augmenter petit à petit ces charges de position. Je ne dis pas, passer aujourd'hui, je suis confiant, j'ai gagné, je trade avec 1. Demain, ça se passera aussi bien, je vais trader avec 40. Non, il faut faire grandir vos tailles de position de façon homothétique avec les gains réalisés, de façon à ce que vous ne perturbiez pas l'équilibre mental de la routine à mettre en place. Et ça, c'est sensitif, si vous voulez. Il n'y a pas une potion magique ou une loi miracle. C'est vous qui devez être à l'écoute, finalement, de vos sensations pour dire, voilà, là, j'ai bien confiance, je commence à dégager de l'argent, je peux monter un peu plus en capital. Mais si vous vous rendez compte que cette augmentation de capital génère des sensations émotionnelles ou psychologiques différentes, il faut avoir la sagesse de revenir à des tailles de position où vous serez beaucoup plus à l'aise. C'est pour ça que je dis, le trading individuel, c'est un trading très sensitif. Vous devez être à l'écoute de votre comportement et de votre stabilité ou non autour de votre schéma tactique qui a dû être conceptualisé avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail au préalable. Et c'est quelque chose de fondamental. Il faut absolument se fixer des objectifs de performance, mais non pas des objectifs de résultat. Si vous arrivez en trading en disant « voilà, aujourd'hui, moi, je veux gagner ça », vous êtes mort parce que vous n'utiliserez pas ou vous ne respecterez pas bien votre méthode. Un objectif de performance, c'est dire « voilà, j'ai une méthodologie que j'ai conceptualisée, j'ai confiance, mon but, moi, c'est de bien l'appliquer aujourd'hui. Si je l'applique bien, l'argent ne sera qu'une conséquence d'une somme de choses bien faites. Ne perturbez pas cette mécanique, parce que là, c'est effectivement la porte ouverte à la ruine. J'ai bien respecté mon plan de trading. Oui. Le micro arrive. Voilà. Oui, dans l'exemple. Ça ne marche pas. Ça va, peut-être que c'est bon maintenant aussi. Oui. Dans l'exemple que nous avez donné, donc sur la paire dollar-yen, vous étiez avec des moyennes mobiles à la fois arithmétiques et exponentielles soigneusement choisies. Donc j'imagine que c'est vous qui les avez choisies et qu'elles sont dépendantes de ce marché. Votre robot, il peut tourner pendant combien de jours sans réajuster ses paramètres? Ah, ça c'est une très bonne question. Mais en fait, moi j'ai été moi-même surpris. Si vous voulez, ces assemblages-là que j'ai, ce sont des assemblages finalement qui sont assez standards et qui s'adaptent vraiment à toutes les structures de marché. Alors c'est vrai qu'on pourrait optimiser ou essayer d'optimiser marché par marché, mais là vous mettez des contraintes supplémentaires. En fait, moi j'ai essayé, ce qui m'a intéressé, c'est de développer des algorithmes qui soient un petit peu tout-terrain. Alors certes, qui sont certainement imparfaits, perfectibles, tout est perfectible de toute façon. L'essentiel, si vous voulez, à un moment donné, c'est qu'il faut poser ses valises. Et dire, ok, j'ai mis quelque chose en place, maintenant il faut que je teste. Parce que si vous passez 10 ans à tester quelque chose sans vraiment avoir les conditions du réel, c'est un petit peu dommage. Mais vous avez raison, on pourrait marché par marché ou paire par paire essayer de voir si finalement une moyenne mobile à 100 ou 130
est pertinente sur ce marché ou si elle ne serait pas plus intéressante de prendre plus courte sur un autre marché. Moi, je suis resté quand même là pour le coup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les schémas de récurrence, si vous voulez, par rapport à une observation qui est finalement assez fixe. Mais on se rend compte également que ces outils-là sont quand même des outils qui sont presque standards, qui sont quand même observés par un grand nombre d'investisseurs. Et il y a une grande répondance finalement sur ces objets qui sont assez standards. Moyenne mobile 100, beaucoup de personnes l'utilisent. Les points pivots, beaucoup de personnes les utilisent. Après, la petite valeur ajoutée à ça, effectivement, c'est le calibrage des bandes bleues. J'ai aussi des bandes rouges, comme j'ai écrit dans mon livre sur le scalping. Le paramétrage des bandes bleues m'a mis beaucoup plus de temps. Mais je suis incapable de vous expliquer pourquoi, finalement, après un mouvement de hausse important, quand on revient comme ça, quand on corrige un peu brutalement, il y a statistiquement 8 chances sur 10 qu'on engage un minimum de rebond sur la bande bleue, c'est-à-dire entre la moyenne mobile 135 exponentielle et 60 exponentielle. Voilà. Il doit y avoir des explications. Moi, à la limite, je m'en moque pourvu que ça marche. Je suis assez pragmatique quant à ça. Tant que ça marche, je continue. Voilà. Donc, on ne peut pas tout expliquer. Une question fond là-bas. Alors, les durées moyennes de position. Oui, alors, tout dépend des algorithmes. Il y a des positions qui vont durer de quelques minutes et des positions qui vont quasiment être tendance swing, même si j'aime pas trop swinguer sur certains modèles. Alors, on a un algorithme qui était en test jusqu'à aujourd'hui et qui va commencer à rentrer en fonction sur des vrais comptes lundi. Et on était parti du principe qu'on ne traderait jamais la nuit. Et finalement, on l'a laissé pour une question d'observation, pour essayer d'avoir un maximum d'opérations à analyser statistiquement. On s'est rendu compte que finalement, la nuit, il se comportait très bien. Donc cet algorithme précis, finalement, va tourner jour et nuit de façon complètement autonome. Alors c'est vrai que c'est toujours délicat de dire je vais me coucher, j'ai un algorithme qui tourne, est-ce qu'il ne va pas devenir fou, est-ce que le marché... voilà. Bon. Il y a des niveaux de risque, il y a des stops. Voilà. Bon, après, rassurez-nous, Stéphane, là, les gens qui participent au concours, ils ne sont pas contre un robot que vous avez lancé. Là, non. Là, je travaille en manuel, oui. Mais de plus en plus dans le plaisir, parce que je travaille de moins en moins en manuel. En fait, mon travail a un peu changé. C'est-à-dire, je surveille les algorithmes et je trade un peu moins. Mais quand je trade, c'est vraiment avec plus de plaisir, parce qu'il y a aussi le côté un peu émotionnel qui rentre en jeu. C'est pas désagréable. On va parler aussi, tout à l'heure, Daniel Dupuis va nous rejoindre et nous parler aussi d'un certain nombre d'éléments très factuels sur le trading. Est-ce qu'on a d'autres questions? On arrive à la fin de l'intervention. S'il n'y a pas de questions, on va laisser Stéphane essayer de rattraper le retard ou prendre la prochaine opportunité sur son compte. Moi, je retiens aussi la notion de stop suiveur qui est... malheureusement, nous, on constate en tant que courtier que c'est une notion un outil qui n'est pas suffisamment utilisé. Est-ce que c'est confirmé, les gens qui sont là aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser les stop suiveurs? Juste une indication comme ça. Qui a déjà utilisé stop suiveur ici? Donc c'est assez peu. Qui n'a jamais utilisé les stop suiveurs, mais d'autres stops, mais pas les suiveurs? Je ne sais pas si c'est des convictions, ce serait intéressant peut-être d'en parler un jour, parce que moi, ça me semble être des outils. On voit qu'un des principaux défauts de trading, c'est de voir les clients qui laissent courir leurs pertes et qui prennent rapidement leurs gains. Et c'est assez étonnant de voir ce comportement. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se replonge là-dessus. Oui, c'est vrai que ce qui est intéressant, de toute façon, si vous voulez organiser un schéma périn en trading, vous allez être obligé d'induire plus de gains quand vous gagnez que de pertes quand vous perdez. Ça, c'est, je pense, la base. Et il faut que votre système soit conçu pour aller dans ce sens-là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est déjà de ne pas étouffer votre position par un stop. Et d'où l'importance de le calibrer d'un point de vue technique. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'en cours d'opération, surtout quand elle commence à se passer favorablement au scénario, il est toujours très intéressant d'essayer de trouver une routine capable, à partir de ce moment-là, de commencer à faire réduire votre stop initial, c'est-à-dire à faire diminuer votre risque. De façon à ce que, imaginez qu'au départ, vous travaillez du 1 pour 1. Quand vous gagnez 1. Et quand vous perdez,
vous ne perdrez plus forcément 1 systématiquement, mais peut-être 0,8, 0,7, en essayant de faire monter petit à petit ce stop suiveur selon une routine particulière. Là, c'est assez simple, c'est des moyennes mobiles. Alors c'est vrai que les moyennes mobiles, c'est des outils plutôt idéaux pour suivre des positions et contrôler des positions. Après, quelle largesse on met sur le stop? Est-ce qu'on atteint une clôture dans l'unité de temps sous la moyenne mobile 5 minutes et là on a un stop mental comme Mohamed? Ou est-ce que finalement on met son stop vraiment sous les moyennes mobiles avec un risque d'avoir finalement une chasse au stop organisée et de voir le marché repartir sans vous parce que vous êtes fait chasser votre stop? Là aussi, ce sont des éléments de réflexion qui doivent rentrer vraiment à part entière dans votre routine algorithmique ou technique. Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle que MT4 est aussi disponible dorénavant chez IG pour ceux qui ont un compte aujourd'hui qui n'ont pas. Donc c'est une possibilité aujourd'hui de pouvoir aussi programmer ou de faire appel à des expert advisors. Tout ça sont des disponibilités que vous avez, qui sont les vôtres dorénavant sur votre compte IG. Merci Stéphane. Merci à vous. À bientôt. Et puis c'est parti. On essaie d'y retourner.